Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Polynésie la première. À la une de l'actualité de ce vendredi 3 mars, une grève générale prévue mardi prochain. En plus de l'opposition à la réforme des retraites, les ministres de l'économie et du travail ont reçu l'intersyndicale cet après-midi en espérant désamorcer le conflit social. Un élevage de bénitiers ou encore des emballages biodégradables, le projet Nahiti soutient des initiatives innovantes. C'est l'un des lauréats du programme d'innovation Outre-mer. L'environnement encore avec la gestion de l'eau. Une convention vient d'être signée entre le pays et l'Union européenne pour financer notre politique en la matière. À quoi serviront les 3,7 milliards versés à la Polynésie française? Nous poserons la question à l'ambassadeur de l'Union européenne pour le Pacifique, Sujiro Sim, est notre invité ce soir. Nos archipels brillent au Salon international de l'agriculture à Paris. Nos producteurs de vanille et de rhum remportent 6 médailles en concours général, dont 3 en or. Parmi les vaniculteurs primés, Gilles Tefaatao, il interviendra en direct depuis Paris pour nous donner ses impressions sur le salon. Eux aussi ont brillé à l'international. 3 jeunes équipages tahitiens se sont illustrés en voile au championnat du monde de Nacra 15 en Floride. Dans la catégorie U16, les Tahitiens sont médailles d'argent. La journée du 7 mars sera-t-elle ponctuée de manifestations et de blocages? La réforme des retraites n'est pas seulement mise en cause. 5 syndicats ont déposé un préavis de grève avec 14 points de revendication. Le ministre de l'économie, Yvonique Raffin, et la ministre du Travail, Virginie Bruand, ont reçu l'intersyndicale cet après-midi à la présidence. Les négociations ont-elles abouti? Le reportage de Stéphane Ratineau et Sandroli. Certains y verront un effet d'aubaine, une convergence des luttes syndicales. Là où les fonctionnaires d'État protestent contre la réforme des retraites, les syndicats du pays veulent aussi rajouter leur grain de sel. Une manière de pimenter le climat social à quelques semaines des élections, avec l'assurance d'une caisse de résonance. Le tout aujourd'hui dans une ambiance sereine. Sur la table, 14 points et presque 2 heures de discussion avec le ministre de l'économie et sa collègue du travail. Le point saillant, les négociations salariales. C'est surtout le taux des négociations des patrons, parce que jusqu'à ce jour, par rapport au protocole de novembre 2021, le patronat ne respecte pas du tout ses positions, et pourtant c'est le pays quand même qui est, on va dire, l'arbitre pour que les négociations se fassent par rapport au reclassement, revalorisation indiciaire des entreprises. Ainsi, lundi, les représentants des entreprises rencontreront les syndicats de salariés à la veille de la mobilisation des fonctionnaires. Ici, le statut de la Polynésie fait de la retraite un sujet autonome. Les syndicats s'opposent à l'âge de 64 ans et demandent même une modification de la loi de pays. 38 ans de cotisation ou 62 ans et non plus les 2 critères cumulés dans le texte en vigueur. C'était le bon moment de faire en sorte de montrer que nous sommes unis aussi au niveau des syndicats. Il faudrait peut-être que les politiques soient unis aussi, mais ça c'est leur problème. Aujourd'hui, ce n'était pas une veillée d'armes, mais bien un rappel des syndicats de leur importance dans le débat civique. On va éviter effectivement une grève générale puisqu'on va signer normalement notre protocole lundi à 16h, le temps de le rédiger. Mais j'ai pas ressenti en fait cet état d'esprit de faire grève pour faire grève. C'était vraiment plus une demande pour faire un point d'étape sur tous les sujets que l'on avait en cours dans le cadre de nos négociations avec les partenaires sociaux. Ainsi, tout le monde se retrouve lundi après-midi pour faire le point avant la décision syndicale. De son côté, le président du pays était à Moorea pour une série d'inaugurations et notamment pour poser la première pierre du futur campus d'Opunohu. 16 000 m² seront aménagés pour un investissement global de 6 milliards de francs. La filière générale accueillera 245 élèves. La filière professionnelle débutera avec 36 élèves. Le lycée agricole continuera quant à lui d'accueillir 600 élèves et étudiants. Écoutez l'architecte Charles Pascal Lacombe au micro de Nohaura Rurua. L'originalité, c'est avoir un projet justement qui a une architecture dite forestière, bioclimatique, intégrer un environnement avec la mise en œuvre du bois local, que ce soit en charpente, pour que justement les étudiants et usagers puissent profiter pleinement et apprécier cette qualité de mise en œuvre locale. Et avoir des espaces traversants confortables avec un épanelage qui suit la topographie du site, où on suit justement de bas en haut la pente naturelle pour arriver à un respect profond de ce site remarquable qui est Opunohu.
Après le procès en appel cette semaine, l'attente du délibéré dans l'affaire Radio Tefana, la décision du palais de justice sera rendue dans 2 mois et demi après les élections territoriales. Si les réquisitions de l'avocate générale se confirment, l'association Tereo Tefana devra s'acquitter d'une amende de 100 millions de francs, une somme qu'elle ne possède pas. L'avenir des 8 salariés est donc suspendu à cette délibération. On voit cela avec Priscilla Etev et Arihoe Tefana. Aucune inquiétude sur les visages ce matin. Au contraire, l'ambiance est plus que détendue dans le studio de Radio Tefana. Derrière ses consoles et son micro, Claire anime son émission comme d'habitude. En 29 ans de service, cette animatrice n'en est pas à sa première tourmente judiciaire et financière. Plusieurs fois, nous avons subi ce genre de choses. Aujourd'hui, nous subissons encore ce genre de choses. Alors, moi, j'ai confiance. En tout cas, si nos magistrats ont envie de donner l'exemple à la population, c'est eux-mêmes l'exemple d'abord. Cette amende de 100 millions de francs requise par l'avocate générale lors de ce procès pousserait l'association Tereo Tefana à mettre la clé sous la porte après 38 ans d'existence. Un scénario inenvisageable pour son nouveau directeur depuis février. Il estime que ce média a toujours été droit dans ses bottes. Un média qui disparaît du paysage audiovisuel, c'est triste, donc on ne l'envisage pas. On reste déterminé, on continue à travailler, à donner le meilleur de nous-mêmes. Si Heima continue de travailler avec un moral d'acier, c'est surtout grâce au soutien des fidèles auditeurs et des partenaires. On essaie aussi de lier des partenaires avec certaines grandes sociétés du Fénois qui eux aussi continuent à avoir confiance en Radio Tefana et qui continuent à signer avec nous et qui parrainent le journal, la météo, les émissions phares telles que le TVVO Live. Bon, nous sommes souvent aussi vus sur le terrain, donc dans les événements tels que le salon avec DBTT qui parrainent et aussi qui soutient aussi la cause et le combat de Radio Tefana. En attendant donc d'être fixés sur leur sort le 24 mai prochain, la vie continue pour ces salariés de Radio Tefana et toujours dans la bonne humeur. Le projet Nahiti, porté par l'Université de la Polynésie française, est lauréat du programme d'innovation Outre-mer. C'est la première ministre Elisabeth Borne qui l'a notifié par courrier aux partenaires. Ce programme sur 3 ans permettra d'accompagner des porteurs de projets innovants locaux. 10 entreprises ont été sélectionnées, parmi elles le projet Faratea, avec sa ferme d'élevage de bénitiers, portée par Moerani Lehartel. Rencontre avec Kaline Liénard et Rohan Potoru. De la fécondation à la maturité, ces bénitiers ne connaissent pas le lagon ni les coraux. 12 ans que Moerani possède cet élevage. L'idée, c'est d'évoluer vers d'autres marchés, notamment le marché de la chair de bénitier. D'autres espèces aussi qui viennent en aide, en fait, des auxiliaires de travail qui me permettent d'entretenir les bassins. Je pense au maoa, je pense au troca, au burgo, au havel, les vanins, toutes ces espèces-là qui viennent en complémentarité des installations existantes. Et grâce au projet Nahiti de l'université, Moerani espère améliorer sa productivité, notamment par des recherches qui pourront être menées par une équipe d'experts, car pour l'instant, son petit laboratoire n'a qu'un seul objectif. Alors ce laboratoire me permet de cultiver des algues microcellulaires. Donc ce sont des algues qui vont être nécessaires pour nourrir les larves de bénitiers et les autres espèces qu'on souhaiterait développer. Les études et les recherches du projet Nahiti permettront à Moerani d'agrandir sa ferme aquacole avec une implantation prévue à la presqu'île d'ici 3 ans. La convention a été signée il y a quelques jours. Un programme européen permet de financer la politique de l'eau du pays pour un montant de 3,7 milliards de francs sur la période 2023-2027. L'Union européenne est un partenaire historique de la Polynésie française dans les domaines de l'eau et de l'assainissement à travers les FED, les fonds européens d'investissement. On en parle avec vous, Sujiro Sim. Bonsoir, vous êtes ambassadeur de l'Union européenne pour le Pacifique. Bienvenue. On sait combien il est difficile pour les communes d'offrir un réseau d'eau potable aux Polynésiens. 10 communes seulement en sont capables aujourd'hui. Est-ce que votre contribution de 3,7 milliards va radicalement changer les choses? Yorana, Sibel, et merci de m'accueillir sur Polynésie la Première de nouveau. Je suis effectivement venu à Tahiti pour signer avec le président, M. Fritsch, la convention de financement de l'appui budgétaire de l'Union européenne
à la Polynésie française qui vient en soutien de la mise en œuvre de la politique sectorielle de l'eau. C'est un appui, vous l'avez dit, de 31 millions d'euros, donc 3,7 milliards de francs pacifiques sur une période de 5 ans. C'est donc un appui d'un montant budgétaire significatif qui, effectivement, a pour ambition de faire la différence. Quant à savoir maintenant sur lesquelles des 48 communes ce projet va pouvoir se déployer, c'est l'objet de discussions qui devront avoir lieu entre le pays et les 48 communes elles-mêmes, discussions qui seront suivies par l'Union européenne, mais évidemment nous laissons le soin aux autorités locales et aux autorités du pays de faire les choix qui s'imposent au niveau local. Vous avez un droit de regard, j'imagine, sur les dépenses engagées? Alors c'est plus qu'un droit de regard puisque ce secteur a été choisi en partenariat. C'est un secteur qui correspond à une priorité à la fois pour la Polynésie française et pour l'Union européenne dans le Pacifique. Ce que je veux souligner, c'est que ce choix de la politique de l'eau et de l'assainissement n'est pas singulier à la Polynésie française. C'est un secteur que nous soutenons dans de nombreux pays du Pacifique qui sont confrontés au même problème d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Les pays et territoires d'outre-mer ont longtemps été bénéficiaires des fonds européens de développement. Est-ce que ces financements sont toujours d'actualité ? Alors, les financements étaient effectivement sur les fonds européens de développement qui, par cycle de 7 ans, ont financé diverses politiques. Sur la période précédente, donc jusqu'à la période 2014-2020, l'Union européenne a apporté un appui budgétaire, c'est-à-dire une contribution directe payée par le contribuable européen pour le bénéfice du territoire sur la politique du tourisme durable. Donc je suis allé de nouveau au point kilométrique 18 où nous finançons les aménagements touristiques. Alors quand on dit ça, ça a l'air très très ambitieux, mais en fait ce sont des choses très très pratiques, comme le parking, les toilettes ou les douches. Maintenant, sur la période actuelle, l'instrument a changé de nom, donc ce ne sera plus le Fonds européen de développement, mais la finalité est la même, c'est de nourrir un partenariat entre l'Union européenne. Il n'a pas de nom. C'est une ligne budgétaire sur crédits européens qui vient en appui des pays et territoires d'outre-mer. Donc c'est la même ligne budgétaire que l'on mobilise en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna, qui sont les 3 pays et territoires d'outre-mer du Pacifique. Alors vous officiez depuis plus de 6 ans maintenant. La France, l'Allemagne et les Pays-Bas sont les 3 États membres de l'Union européenne à adopter une stratégie Indo-Pacifique. Quel est l'objectif de l'Union européenne en la matière ? Alors ce que je vous disais, c'est que la politique de l'eau fait partie des priorités. En fait, dans la stratégie Indo-Pacifique de l'Union européenne, qui s'appuie sur les 3 stratégies Indo-Pacifiques nationales que vous avez rappelées, la stratégie française, la stratégie allemande et la stratégie néerlandaise, nous avons un certain nombre de priorités. Parmi ces priorités, il y a la prospérité, c'est-à-dire le développement économique, il y a la transition écologique, dont fait partie la politique de l'eau, il y a les océans, il y a le numérique, il y a la connectivité, il y a également la paix et la sécurité, et puis il y a le développement humain. Quelle influence a la situation géopolitique dans la région ? Alors, la situation géopolitique dans la région, elle se caractérise surtout par une intensification de la compétition entre les grandes puissances. Dans cette compétition entre les grandes puissances, évidemment, l'Union européenne a une carte à jouer. Notre positionnement n'est pas pour un camp ou pour l'autre. Donc nous ne sommes ni dans le camp de la Chine d'un côté, ni dans le camp des États-Unis et de leurs alliés de l'autre. Nous sommes ici pour construire le partenariat en réponse aux besoins des pays indépendants de la région et des territoires qui sont également présents dans la région autour de ces priorités que je viens de rappeler. Merci beaucoup, Sujiro Sim. Je rappelle que vous êtes ambassadeur de l'Union européenne pour le Pacifique. Merci d'avoir été avec nous. À vous, Sibelle. La première édition du Salon de l'immobilier et de l'investissement a lieu en ce moment au Hilton de Faa'a. Jusqu'à demain 18h, les professionnels du secteur sont à la disposition du public. L'occasion aussi de découvrir les nouveautés dans le domaine de la construction et de la rénovation. Parmi les 16 exposants, les banques, les notaires, les agents immobiliers. C'est le moment de découvrir les dernières tendances en matière de design, de matériaux et de technologie. Nathalie Cobu, l'organisatrice, en dit plus à Sandroli. Ce salon est là vraiment pour regrouper tous les experts de l'immobilier. On a plusieurs conférences toute la journée réunies sur 2 jours, de 8h à 18h, et qui va permettre à tous les Polynésiens et Polynésiennes de venir s'informer sur le marché de l'immobilier en Polynésie actuellement et répondre. On est vraiment là pour répondre à toutes les questions que se posent les Polynésiens et Polynésiennes. On est vendredi, c'est l'heure de notre page Tehono Ta'amotu.
ce salon, cette fois à Paris, le Salon international de l'agriculture, une année record avec la visite de nombreux politiques comme la Première ministre, le ministre de l'Agriculture ou des Outre-mer. La Polynésie française s'est illustrée dans le très sélectif concours général agricole avec 3 médailles d'or et 3 médailles d'argent en vanille et en rhum. Je vous propose de rejoindre tout de suite Gilles Tefaatao en direct depuis Paris. Bonsoir ou plutôt bonjour Gilles Tefaatao, on vous a connu homme politique, on vous retrouve vaniculteur. Racontez-nous votre aventure au Salon de l'Agriculture. Est-ce que c'est la première fois que vous présentez votre production? Alors, bonjour à tous, la Polynésie. Et oui, c'est ma première participation au Salon de l'Agriculture de Paris. Mais en matière de production de vanille, ça fait déjà 10 ans que je suis producteur de vanille. Mais ma première participation était l'année dernière, à laquelle j'ai obtenu aussi une médaille d'or, comme cette année. Et la médaille d'or en matière de vanille taïchensis. Et c'est pourquoi je suis ravi, je suis content pour moi et pour tous ceux et celles qui ont contribué à obtenir ce prix. Parce que, savez-vous, être médaillé à Paris, eh bien, nécessite des exigences en matière de qualité et c'est notre objectif. Votre production, elle vient de Raiatea. Quelle est votre touche à vous? Oui, ma production, elle vient essentiellement et principalement de Raiatea, à Vera. Et donc, ça fait, comme je disais, ça fait 10 ans que je suis producteur, mais ça fait seulement 5 ans que je me suis mis dans la préparation de la vanille avec la méthode traditionnelle que nous connaissons. Et la touche, eh bien, ce sont des expériences, des essais, parce qu'on n'arrive pas médaillé d'or comme ça du jour au lendemain. Il faut du travail, il faut être acharné, il faut être passionné. Et c'est ce que j'ai montré avec la Hapapé et cette année avec la Bayaruru. Et donc, il faut faire des essais. Et ensuite, on a nos petits secrets, mais le travail paye. Et j'en suis très ravi aujourd'hui. Vous disiez que c'était difficile. Quel est le processus pour gagner une médaille? Est-ce que les formalités sont compliquées pour participer aux différents concours? Ah oui, alors, je vais vous parler de la vanille, puisque c'est dans cette filière que je me suis présenté. Oui, c'est exigeant, c'est difficile. On n'obtient pas une médaille d'or à Paris parce que ce sont des professionnels qui contrôlent la vanille, ce sont les professionnels qui sentent la vanille, les arômes et qui goûtent notre vanille. Donc on ne peut pas être médaillé d'or, notamment si on n'est pas excellent dans tous les critères. Et les critères principaux sont le parfum, l'aspect extérieur, les arômes, mais surtout le goût. Parce que la vanille, elle est goûtée par les membres du jury. Et si vous avez de la présence de produits chimiques, de pesticides, jamais vous n'obtiendrez la médaille d'or. Donc, c'est la culture bio aussi qui est promue dans cette affaire et je suis là pour cela. Aussi, au travers de GIE médaillés que nous avons créé le mois dernier avec des professionnels et dont le président est Guy Frankie Tawatiti et moi le vice-président, parce qu'on veut promouvoir un produit de qualité. Et non seulement dans la vanille, mais dans tous les autres produits, parce qu'on en a vu dans le rhum, dans les moneuils, dans la perliculture et tout ça. Il faut qu'on fasse de la qualité, de l'excellence. Une moisson de médailles cette année. Merci beaucoup Gilles Tefaatao d'avoir bien voulu répondre à nos questions en cette heure matinale pour vous. Merci le 8 mars ne sera pas seulement la journée internationale des droits des femmes, c'est aussi la date d'une compétition entre les élèves des CAP petite et moyenne hôtellerie, des CETAD de toute la Polynésie. Dans chaque archipel, des duos constitués d'un élève et d'un membre de sa famille proche devront préparer un plat gastronomique inventé, réalisé à partir d'ingrédients imposés. Aux marquises, c'est le binôme Jonathan Teikitoe et Laïsa Dean de Nukuhiva qui a été choisi. On les écoute au micro de Marie Curva. Ça va faire 4 semaines maintenant que moi et ma tante Laïsa, nous nous préparons pour le concours PMH Chaud de Vent qui va se dérouler à Tahiti. Dans notre plat qu'on va présenter au concours, il y aura du poisson, du mahi-mahi, de la banane plantain, du pota et du mets. Alors pour l'instant, on ne peut pas dévoiler la recette parce que c'est un concours. Cela dit, nous partons pour représenter quand même l'archipel et nous espérons avoir le soutien de l'ensemble de l'archipel.
Dorothy Levy s'est éteinte à Huahine, personnalité emblématique de l'île. Mamado, comme l'appelaient ses proches, était une amie intime du chanteur Bobby Holcomb. Elle a d'ailleurs coécrit un livre sur son ami artiste avec Bruno Sora. Dorothy Levy était impliquée dans la préservation de la culture. Elle gérait le Farepot et de Maeva. Nous vous en parlions dimanche dernier en voile. Les jeunes Tahitiens du Centre de performance polynésien ont fait fort lors des championnats du monde de NACRA 15 organisés en Floride. Les U16 ont remporté la médaille d'argent. Un autre équipage s'est classé 8e au général et un autre 9e en U19. De belles performances qui ont permis à Tahiti d'obtenir une Coupe des Nations. David Chang. À seulement 14 ans, Swan Hirman et Mairete Tohu deviennent vice-champions du monde de NACRA 15 en catégorie U16. Le résultat d'une préparation millimétrée. Plus tôt dans la journée, ils entament leur 5e jour de régate, emmenés par leur coach Teva Plichard. Ok Maïré, c'est à toi de parler un peu au barreur. Dernière course avec un S, parce qu'ils en prévoient 4 quand même aujourd'hui. Et on a quand même un titre de champion du monde U16 à aller chercher avec Swan et Maïré, qui sont qu'à 2 points de l'équipage féminin. USA 152, donc une équipage américaine. Donc ça va être une belle journée de combat. Au total, 19 courses sont disputées sur ce plan d'eau technique au large de Fort Lauderdale, en Floride. Sur les 5 jours de championnat, 6 à 12 nœuds de vent et beaucoup de clapots. Swan, le barreur, et Maïré, son équipier, ont navigué en optimiste, Dragoon et Obi avant de maîtriser ce petit bolide, le NACRA 15, petit frère du NACRA 17 et support olympique. Sur l'eau, 25 équipages à dépasser. Le duo s'accroche et la ténacité finit par payer. C'est un plan d'eau assez difficile à examiner. Il faut savoir bien prendre les options et bien se débrouiller dans le clapot, les grosses vagues. 9 nations sont représentées, les Américains gagnent à domicile, mais les 3 équipages tahitiens laissent une excellente impression au comité de course. Ils étaient super, ils ont fait une très bonne régate, ils sont très polis, ils sont passés voir le comité de course pour remercier les membres et ils ont travaillé dur pour s'assurer une place dans le peloton de tête. Au classement général, Elohim Bourgba Vitrak et Amandine Jacobé signent une excellente 8e place. Manoir Iplichar et Titouan Eno se classent 9e en U19. Des résultats qui permettent à la délégation tahitienne d'obtenir la 2e place de la Coupe des Nations. Et je vous rappelle l'information principale de cette édition. Les ministres de l'économie et du travail ont reçu les organisations syndicales cet après-midi. Une rencontre qui fait suite au préavis déposé il y a 2 jours par l'intersyndicale pour une grève générale effective le 7 mars, mardi prochain. La retraite à 64 ans n'a pas été le seul point abordé. 14 points de revendication ont été passés en revue. La prochaine rencontre aura lieu lundi à 16h pour un éventuel protocole d'accord. Au programme de votre soirée sur la première, ne manquez pas ce soir la finale du spectacle Voix des Outre-mer, puis le divertissement Michel Polnareff, Voyage dans le temps. Ainsi s'achève ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Passez une excellente soirée sur nos antennes. On se retrouve demain. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.